Salut à tous, c'est fait, un point final pris à Toulouse et le DFCO a accompli sa mission, a atteint son objectif, rester en Ligue 1 avec 37 points. Le DFCO reste donc dans l'élite du foot français. Salut, merci d'être là, encore au rendez-vous comme chaque mercredi depuis le début de la saison, en direct sur Facebook pour poser vos questions, laisser vos commentaires. Vous connaissez évidemment ce principe qui vous a tenu toute la saison. Alors vous le voyez, ça sent quand même la fin de championnat. On est un peu moins nombreux que d'habitude sur le plateau. Salut Christophe. Salut Théo. On va ensemble et avec vous tous débriefer un petit peu cette saison, parler aussi de l'après, l'après-maintien qui va arriver vite avec la construction du nouvel effectif pour la saison prochaine. Et puis n'hésitez pas vous à réagir, à poser vos questions et vos commentaires. On va essayer d'y répondre tout au long de cette émission. Christophe, est-ce qu'il y a déjà d'ailleurs des questions ? Il y a surtout des commentaires qui vous demandent, Théo, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Puisqu'il y a pas mal de louanges après cette première saison. Énormément de fans, on a fait des millions de vues cette saison avec vous, non ? Mais merci, mais c'est vrai que faudra voir, une saison 2 est envisagée. On va évidemment essayer de vous faire vivre aussi la deuxième saison d'affilée dans l'élite du DFCO. C'est en réflexion. Mais on va déjà commencer par regarder le classement final définitif de cette Ligue 1. On ne s'en lasse pas depuis quelques jours. Et donc on va le contempler. Monaco est donc champion et on le savait depuis un petit moment, il n'y avait plus beaucoup de suspense. Marseille finit 5e. Guingamp à la 10e place, ça fait plaisir à Sébastien Kérou, même s'ils sont derrière les Rennais, les Guingampais. Et on va regarder donc la deuxième partie du tableau sans aucun stress désormais, puisque Dijon finit à cette 16e place historique, le meilleur classement de Dijon en Ligue 1 évidemment, avec 37 points devant Caen, Lorient, Nancy et Bastia. Nancy-Bastia relégué et Lorient barragiste. Christophe, est-ce que ce maintien, c'est une forme d'exploit pour Dijon, qui avait l'un des plus petits budgets de la division ? Forcément, quand on regarde au début de la saison, tous les pronostiqueurs, tous les observateurs mettaient Dijon à coup sûr dans les 3 derniers du championnat. Mais au fur et à mesure de la saison, ils se sont construits une identité. Les observateurs ont changé d'avis et grâce à leur jeu, ils ont convaincu. Et sur le terrain, les points sont arrivés. Et c'est finalement assez logiquement qu'ils ont réussi à se sauver. Avec cette victoire contre Nancy dans le dernier match à domicile et puis ce match nul qui parachève cette saison. Alors nous y étions aux côtés des joueurs et des supporters sur ce dernier déplacement à Toulouse. On va en profiter de cette émission pour vous faire vivre ou revivre ce moment. Et on commence par de l'émotion à l'état pur avec la joie des supporters et de l'équipe au sein du vestiaire. Ça valait le coup. On y retourne ensemble pendant quelques secondes. Je porterai tes couleurs qui font battre mon cœur. Qui porte fièrement ses couleurs avec une chouette sur le cœur. Qui vient de se maintenir en Ligue 1. Nous les terribles guerriers du journée, nous sommes notre terrible cri de guerre. Voilà, tout le monde dans le jacuzzi, ou presque. On a vu Aurélien, le responsable communication qu'on salue, qui a pris un bon petit bain avant de reprendre l'avion. C'était une vraie joie. Est-ce que ce maintien, il est mérité ? Oui. On a vu que les équipes qui sont reléguées directement ont passé quand même plus de temps, plus de journées dans le fond du classement que Dijon sur l'ensemble de la saison. Je crois qu'ils étaient à 4 ou 5 journées en position de relégable, les Dijonnais, alors que les 2 derniers étaient quasiment les 2 tiers du championnat dans cette zone rouge. Donc on peut dire que c'est plus ou moins logique. Et Théo, vous n'avez pas été mouillé là, parce que vous étiez dans les vestiaires, justement. Comment ça s'est passé ? Mais il y a ceux qui ont réussi à se cacher derrière les... Fallait éviter les mauvais moments, quoi. Voilà, il y avait des moments un peu de ruade. Et Olivier Dalloglio, d'ailleurs, a longtemps évité les seaux d'eau, mais il a fini quand même par y passer dans le jacuzzi aussi. Il y a un tweet du club, du DFCO, qui montre la vidéo. Ça vaut le détour. Justement, on va l'entendre, l'entraîneur du DFCO, Olivier Dalloglio. Il était
assez fier, assez ému aussi, presque autant, voire plus que l'an dernier après la montée acquise en fin de saison. Et puis surtout, il a salué l'osmose qui s'est créée, notamment dans les dernières semaines du championnat, entre l'équipe, les dirigeants et le public aussi qui a eu son rôle. On l'écoute. C'est une joie immense. Ce que je dis, on a l'impression d'avoir gagné un championnat ou être qualifié pour la Coupe d'Europe. Mais bon, c'est notre Coupe d'Europe à nous, donc on profite. Ça a été une saison longue, intense, difficile. Il est énorme, il est énorme. Et j'ai des fous comme ça autour de moi. Voilà, donc il faut supporter aussi, c'est pas évident. Là, mais je rends hommage au staff. Voilà, j'ai un staff qui est exceptionnel. Le président nous a suivis. Il était un peu tendu sur les derniers jours, mais voilà, on sent qu'il est avec nous. Il est proche de nous, il a vraiment envie d'avancer. Je pense qu'on a senti une osmose dans le club, là. On avait besoin de sentir ça et sur les derniers matchs, on l'a senti, quoi. Voilà, on avait tout ce club derrière, ça amène une énergie folle, quoi. Voilà, il a été fêté comme un titre presque ce maintien. Est-ce que ça a été votre cas? Dites-nous aussi comment vous avez vécu l'aboutissement de cette saison. Christophe, est-ce que pour Dijon, ce maintien, il peut être aussi important que la montée l'an dernier? Ouais, je pense que c'est le deuxième chapitre de l'histoire, parce que ça aurait été tout recommencer à zéro une nouvelle fois, de repartir en Ligue 2. Et il y aurait une certaine malédiction qui aurait commencé à coller au club avec 2 montées et puis 2 descentes immédiates. Là maintenant, on peut construire quelque chose un peu plus loin. Il y a le nouveau stade en plus, enfin le nouveau stade, la nouvelle tribune qui sera là vraiment en entier la saison prochaine. Donc une nouvelle histoire commence vraiment. C'était vraiment important de se maintenir et d'écrire cette nouvelle histoire. Alors, il y a Véronique qu'on salue, qui nous dit super coach. C'est vrai qu'il a réussi à fédérer autour de lui, qu'il est là depuis un petit moment, depuis cette première descente de Ligue 1 à la Ligue 2. C'était en 2012. Et puis Léo qui nous dit c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà, donc ça répond bien à la question. Effectivement, vous avez sans doute plus vibré encore que pour la montée. Et on sent que le staff, on les a tous reçus. Il n'y a pas qu'Olivier Dalloglio, c'est vraiment tout le staff. Laurent Weber pour les gardiens, Maxime Flamand à la vidéo, son adjoint aussi Stéphane Joba. On sent qu'il y a vraiment une communion. On les avait vus après Nancy, ils étaient tous ensemble déjà. Et là encore, on le sent dans ces images qu'il y a vraiment un staff. Il n'y a pas vraiment qu'Olivier Dalloglio. Et c'est sans doute la solidarité aussi autour de cette équipe qui a permis de ne pas craquer, surtout après les moments de doute, la défaite contre Bastia à domicile, notamment dans ce début de moments de vérité. Alors, on va écouter aussi un autre joueur qui était très ému dans le vestiaire. C'est Florent Balmont, parce que Florent Balmont, c'était l'un des plus expérimentés de cette équipe. Mais il n'a jamais connu, il va nous le dire, il n'a jamais connu de descente dans sa carrière. Il ne voulait surtout pas en connaître. Et depuis le début, on l'a reçu parmi les premiers sur ce plateau de FCO et débat en début de saison. Il y croyait, dur comme fer, et il savait que cette équipe avait le potentiel pour y arriver. Et il était particulièrement touché dans le vestiaire à Toulouse. Moi, je suis content parce que dans ma carrière, je suis jamais descendu. Donc voilà, moi, c'était l'objectif. J'étais venu là, c'était un pari et j'en suis très content. Franchement, je suis heureux pour ce groupe-là parce qu'il n'y a que des bons mecs. Bien pour le club aussi, pour le staff. Franchement, je suis vraiment très content. Et voilà, je voudrais faire un petit signe à ma femme et mes enfants parce que franchement, ils m'ont bien soutenu aussi. Et voilà, je pense que c'est une récompense de tout le monde. Franchement, de tout Dijon aussi, c'est bien pour que ça reste en Ligue 1. Voilà, franchement, c'était un bon challenge en début de saison. Je l'avais dit qu'on allait pouvoir se maintenir. On l'a fait sur la dernière journée. Oui, on l'a fait, Dijon l'a fait. Christophe qui nous dit attention, l'année prochaine ne sera sûrement pas facile, c'est sûr. Et puis Pascal qui nous demande si une prolongation est envisagée pour le coach. Pour le moment, ça reste à déterminer, mais il est toujours quelques la années de contrat. Il est sous contrat pour la suite. On l'imagine quand même mal partir, Christophe. Il nous avait répondu la semaine dernière ici, à cette place justement, qu'a priori, il restait. Donc on va rester sur la priori. Comment progresser? Maintenant, c'est un peu la question pour Dijon. Comment franchir un cap de plus dans l'évolution du club, se servir de cette deuxième saison en Ligue 1 d'affilée? Dites-nous, vous, votre avis, votre point de vue, comment le club doit s'améliorer pour continuer son évolution. On avait posé aussi la question à Olivier Delcourt, juste dans la foulée du match. Alors, il était encore tout à sa joie à Toulouse. Mais je vous propose de l'écouter déjà un peu sur l'aspect historique de ce maintien et puis, bien sûr, sur la suite. Historique, voilà le petit budget de Ligue 1 qui se maintient, voilà c'est génial. Je suis tellement heureux pour tous les Dijonnais, tout ce public qu'on a trouvé à Gaston Gérard contre Nancy, c'était génial. Et ben j'espère que la saison prochaine ils seront derrière nous à fond et puis qu'on fasse une très grosse saison la saison prochaine et qu'on serve de l'expérience de cette saison pour encore progresser. Après la défaite contre Bastia à domicile, honnêtement il y a beaucoup de gens qui se disaient ça va peut-être coincer comme la première fois.
Et finalement, vous avez déjoué ces pronostics. Début de saison, j'ai dit qu'on avait un bon groupe. J'ai toujours eu confiance et j'ai toujours cru en cette équipe. Et j'avais raison. Et voilà, ils ont mérité. Et je suis très heureux pour eux et pour nous. Avec quelles ambitions vous allez repartir en Ligue 1? Un budget en hausse avec... Laissez-moi profiter déjà, laissez-nous tous profiter de cette soirée, de ce maintien, et puis on fera le point la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais en tout cas, vous pressentez que ça va permettre au club de s'asseoir? Bien sûr, d'être en Ligue 1, ça permet d'accélérer les choses, et là, ça va permettre de continuer à tout ce qu'on a engagé encore bien d'autres choses. Donc on va continuer à faire progresser le DFCO pour tout le monde. Alors, comment renforcer ce DFCO? Comment l'aider à progresser? Christophe, est-ce que les internautes ont des idées? Oui, il y a déjà 2 internautes qui nous donnent des idées. Continuez à nous en donner. Il y a Xavier qui nous dit qu'il faut renforcer cette défense pour la saison prochaine. C'est le point faible de Dijon cette saison, malgré un énorme Baptiste Rennais. Et puis Christopher qui nous dit simple, il faut recruter 2 défenseurs centraux. Et puis il y a Patrick aussi qui nous dit la simplicité et la gentillesse de tous fait qu'ils arrivent à se dépasser, comme dit Flo Balmont. Bravo à tous, progresser par le travail et regarder ce que font les autres par l'intermédiaire des petits clubs. Oui, ça c'est toujours la philosophie de Dijon. On va aborder ce chapitre mercato parce que tout le monde est un peu tourné vers la construction de la nouvelle équipe. On a déjà 2 départs qui ont été officialisés par le club. C'est ceux de Jordan Lotiès hier et puis Johan Rivière, donc un défenseur, un attaquant qui était là depuis quelques temps. Jordan Lotiès était son 2e passage déjà à Dijon. C'est une petite page qui se tourne quand même avec le départ de ces 2 joueurs emblématiques. Jordan Lotiès a beaucoup plus joué que Johan Rivière. Ouais, surtout sur la 2e partie de saison, il a bougé Lang, il l'a déplacé sur le banc. Il a été vraiment un des défenseurs justement centraux avec Varro de la charnière. Il a eu marqué quelques buts importants, 2 buts, je crois, en championnat, dont un très important à Lorient, qui a ramené 3 points. Contre Lorient, mais c'était dans les arrêts de jeu, effectivement, voilà, à Gaston Gérard. Très très cher. Ouais. Donc, et puis Johan Rivière, il a été surtout important la saison passée, avec pareil des entrées tonitruantes, notamment à Clermont, on se souvient, des matchs fondateurs de la montée l'an passé, avec un but dans les dernières secondes. Et tous les 2 ont été sur ce plateau, invités au cours de la saison, comme de quasiment la totalité de l'effectif. Vous pouvez retrouver les émissions si vous êtes déjà nostalgique. Alors un petit tour sur les commentaires. Le meilleur recrutement, c'est PA qui nous dit ça. Le meilleur recrutement, c'est aussi de conserver nos meilleurs joueurs, Abed, PLM, donc Pierre Lesmelou et Rennais. C'est sûr que sur ces chapitres-là, il y aura beaucoup de choses. Alexandre qui renchérit justement, garder les cadres Abed, Lesmelou et ajouter 2-3 éléments autour. Il y a un joueur dont on parle beaucoup, et pas seulement depuis le maintien, mais c'est Baptiste Rennais. Montpellier en a fait publiquement sa priorité de recrutement. Le gardien a été l'un des tout meilleurs joueurs de la saison pour Dijon. Il a rapporté beaucoup de points aussi, sans marquer, mais en évitant pas mal de buts. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit partir, Baptiste Rennais? Parce qu'il est sous contrat. Il avait fait une première tentative pour partir de Dijon à Lorient. Ça ne s'était pas très bien passé. Il est revenu et la réussite lui est revenue. Il a été un des acteurs majeurs de la réussite dijonnaise de ces dernières saisons. Est-ce que vraiment le meilleur choix, c'est de partir? Sans doute qu'il est en train de peser tout ça. Ça doit être pas évident quand on a une offre importante comme ça, comme celle de Montpellier vraisemblablement. Il y a Nantes également qui semble intéressé. C'est pas évident parce qu'il a sa place évidemment au DFCO. C'est un des hommes forts, un des cadres du vestiaire, très apprécié par le public. Sa première expérience hors de Dijon à Lorient s'est moyennement passée. Il a envie de franchir évidemment un cap. Montpellier apparemment lui tend les bras. Nantes aussi est entré dans la course. Et en même temps, la famille est ici. Ses repères sont là. Écoutez, on lui a posé la question. Il n'a pas joué le dernier match à Toulouse. Il était blessé à la cuisse et ça l'a un peu embêté quand même, cette histoire. Il aurait bien voulu jouer ce dernier match. Mais on lui a posé aussi la question, savoir si son match donc, contre Nancy à Gaston Gérard était le dernier. On ne sait pas si c'est ton dernier match avec Dijon, sur la feuille en tout cas. On verra, on aura le temps d'en reparler. Après, comme je l'ai dit, je me sens super bien à Dijon, que ce soit au niveau de la ville, avec le club, avec le staff, le président. Il n'y a aucun souci, donc on verra bien de quoi mon avenir est fait, mais je ferme aucune porte. Aucune porte de fermée, on ne sait pas. Donc probablement des propositions sur la table, beaucoup. Et c'est signe d'une saison réussie pour Baptiste Rennais, qui figure quand même dans le top 3-4 des gardiens de Ligue 1. Il est dans l'équipe révélation de France Football qui est parue là, ces derniers jours. Il y a Alexandre qui nous dit, pour moi, Montpellier n'est pas le meilleur club. Il peut avoir mieux. Pour moi, Nantes, pourquoi pas. Voilà. C'est à lui de décider pour le moment. Et puis on nous demande quand on va savoir. Quand il aura pris sa décision, Baptiste, j'imagine que même au club à Dijon, on doit être impatient de savoir a priori, ce qu'il va décider. Sortie quand même. Le club lui a accordé de partir. Il ne le retiendra pas à tout prix. Et puis Dijon a un excellent deuxième gardien qui peut aussi prétendre très bon, justement, Benjamin Leroy samedi à Toulouse. qui a
Il n'a pas arrêté le penalty, mais il a fait peur à Bressway. En tout cas, qui il faut garder dans cette équipe? Alors, jouez les coachs, vous pouvez en profiter. Dites-nous. Effectivement, on a parlé des joueurs qui se sont mis en évidence. Il y a eu Mehdi Abed aussi, qui a eu un grand rôle. Pierre Lesmelou, dont on parle beaucoup aussi. Loïs Diony a annoncé qu'il, lui, partirait à coup sûr. Voilà, qui faut-il absolument conserver? Dites-nous en commentaire si c'est Mehdi Abed, si c'est Pierre Lesmelou. Christophe, ces joueurs-là, forcément, si on en garde 2 sur les 4, entre René, Lesmelou, Abed et Diony, ça serait déjà super. Le plus on en garde, mieux ça sera, évidemment. Ça éviterait de tout reconstruire. Voilà. Surtout que c'est vraiment l'ossature de l'équipe, la colonne vertébrale, ce qui est vraiment le plus important. Mais bon, c'est sûr qu'ils vont être très très demandés. Ils sont très demandés. Est-ce que le club va pouvoir les retenir face à des offres qui risquent d'être aussi importantes financièrement pour le club? C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est toute la question et tout l'enjeu de ce mercato. Ils sont tous sous contrat, plutôt longue durée aussi. Donc ça veut dire qu'en cas de départ, le club s'y retrouverait d'une certaine manière avec forcément une grosse somme d'argent à réinvestir ensuite. Et on sait que la cellule recrutement du DFCO est habitué à bien dépenser ses deniers, à aller surtout chercher dans les divisions inférieures. On a quelques commentaires avec Christopher qui nous dit « Non, sans René, on est mort la saison prochaine, c'est sûr ». Ah oui, mais quand même, Benjamin Leroy ne va pas apprécier ce commentaire. Il a prouvé quand même sur différents matchs, en coupe notamment, qui pouvait tenir ce rôle. Christopher nous dit également « Rosier sera Dijonais, bien sûr, aucun souci », parce qu'on parle de Valentin Rosier. C'est Christina qui nous dit « J'espère que Valentin Rosier sera sur la pelouse la saison prochaine ». Il a quand même bien prouvé. Je pense qu'il aura même une place un peu plus importante vu ses dernières prestations. Il a été titulaire quasiment sur les 3 derniers matchs avec plutôt de très bonnes sorties. Et des matchs à pression. Je pense qu'Olivier Dalloglio a très apprécié ses performances et je pense qu'il n'est pas exclure qu'il soit pas loin de l'équipe type l'année prochaine. Alexandre qui nous dit Tavares, Julio Tavares, on n'en parle pas beaucoup, mais il en fait des kilomètres par match à garder. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup de Julio, mais il a fait une très bonne saison. Beaucoup doutaient, je ne sais pas, dites-nous d'ailleurs, de sa capacité à être performant en Ligue 1. Parce qu'il n'était pas forcément très régulier déjà en Ligue 2 et il a plutôt réussi sa saison aussi. Moi, c'est un joueur que j'adore, c'est son travail de l'ombre, il vient harceler les défenses, son jeu de tête aussi très important dans le jeu long qu'on a besoin de sortir, et puis il est très, très altruiste, il n'est pas avare de ses gestes défensifs, il est buteur aussi, il a marqué pas mal de buts, il est à un but de rejoindre dans l'histoire Ribas pour devenir le meilleur buteur du club, quelques passes aussi avec Diony, une super montante, donc c'est vraiment un joueur qu'il faudrait garder. Je crois qu'il y a des clubs turcs qui sont intéressés par son profil. J'ai un reproche à faire à Julio Tavares, c'est qu'il n'a jamais accepté de venir sur ce plateau. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regretter, mais sinon, le joueur et l'homme sont super sympas. Il n'y a aucun souci. On a parlé de Pierre Lesmelou. On lui a également posé la question à Toulouse, parce qu'on est curieux, comme vous, de savoir s'il veut s'inscrire dans la durée avec Dijon. C'est vrai qu'il a peu de recul encore sur le haut niveau. C'était sa première saison dans l'élite, comme beaucoup. Il avait joué un peu en Ligue 2, il avait participé à la montée, mais bon, il a encore une jeune carrière. Est-ce qu'il reste? On lui a posé la question. Le DFCO reste en Ligue 1, est-ce que toi tu restes au DFCO? Pour l'instant oui, de toute façon j'ai signé jusqu'en 2019, donc je vais voir après pendant les vacances. Là je m'étais pas pris la tête avant, je gardais aucun contact avec mon agent ni rien pour vraiment me concentrer sur le maintien. Là l'objectif est atteint, maintenant on va voir, mais ça c'est secondaire, déjà c'est le maintien, c'est le plus important. Voilà, Pierre Lesmelou, il a eu l'honnêteté en tout cas d'aller jusqu'au bout de la saison avant de contacter son agent et de voir l'avenir. Est-ce qu'il a intérêt à partir ou est-ce qu'une saison encore au chaud à Dijon, à continuer à progresser, ça pourrait lui faire du bien? C'est un peu le cas de tous les joueurs. Est-ce qu'il faut franchir un cap tout de suite ou essayer de confirmer sur une deuxième saison dans la lancée? C'est vraiment le dilemme pour tous ces joueurs. Christopher qui nous reparle de Julio et qui dit Julio c'est simple, regarde il bosse en défense. Il fait tout le terrain. J'aimerais bien voir la zone. Elle doit être rouge partout sur le terrain, la zone qui parcourt dans chaque match. Ouais. Et puis il y a 2 commentaires. On parle beaucoup de départs, mais est-ce qu'il va y avoir des arrivées, nous demande Christophe. Et justement, il y a Xavier qui lui répond un petit peu en lui disant n'oubliez pas le retour de Thiam de près, ainsi que de Benet et Maury. On a évoqué ces dossiers, notamment Mme Thiam avec Olivier Dalloglio la semaine dernière. Ça fait partie des pistes. C'est vrai qu'il n'a pas fait une mauvaise saison avec Clermont. Il a marqué quelques buts avec Clermont. Et il fait partie des joueurs sous contrat encore avec Dijon. Donc pour le moment, au niveau arrivé, c'est vrai qu'aucune annonce. Il y a des noms qui circulent évidemment. A priori, oui. Eden Maswema, le milieu de terrain du Paris FC, devrait normalement s'engager très très prochainement. En tout cas, ça devrait être officialisé très prochainement par le club. Un jeune joueur. Et peut-être aussi que Dijon va attendre
l'officialisation de départ, notamment s'il y a de l'argent à la clé pour adapter son recrutement. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que Olivier Dalloglio nous a dit la semaine dernière qu'ils avaient travaillé sur 2 hypothèses, maintien en Ligue 1 ou évidemment retour en Ligue 2. Donc forcément, il y a eu du retard de prix aussi par rapport à certains clubs qui étaient maintenus un peu plus tôt dans la saison. Après, ça peut compter aussi. Je pense que ce sera plus facile d'attirer des joueurs cette année que l'an passé. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que Dijon a prouvé justement cette année que c'était une vraie équipe, que le jeu de Olivier Dalloglio était séduisant, que ce n'était pas un endroit où on pouvait s'enterrer, mais au contraire se montrer. Et je pense que ça va séduire plusieurs profils de joueurs. Quel secteur faut-il recruter? Dans quel secteur faut-il recruter en priorité? On a parlé des défenseurs tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres pistes? Forcément, il y aura des départs du côté des attaquants. Au moins un, Loïs Diony est quasi partant certain, sauf à ce qu'il y ait vraiment plus d'offres qui tiennent. Mais donc forcément, il va falloir recruter. Est-ce qu'il faut recruter en Ligue 2? Est-ce qu'il faut essayer de mettre un peu plus de budget sur tel ou tel secteur? Dites-nous ce que vous en pensez. Pascal, justement, dit recruter à Lens, Brest, Nîmes. Là, il y a des joueurs qui voudront jouer en Ligue 1. Effectivement, ces équipes étaient tout proches de la Ligue 1, mais resteront en Ligue 2. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller piocher justement dans les divisions inférieures? Comme le club, ça a plutôt bien marché ces derniers temps. C'est les réseaux dijonnais d'aller chercher des petites pépites dans les réseaux inférieurs. Donc je pense qu'ils vont continuer ce système-là qui a fait ses preuves. On l'a encore vu avec Oussam Haddadi au Mercato. Ils ont été le chercher en Tunisie. C'est une des révélations de la deuxième partie de saison. Les bons coups d'ailleurs de fin de Mercato ont été nombreux cette année avec Mehdi Abed et Adam Lang qui sont arrivés à la toute fin du mercato estival, et puis effectivement Oussama Haddadi. Il faudra être patient tout cet été, à mon avis. Forcément. C'est pas une période qu'il apprécie, Olivier Dalloglio, le mercato. Il trouve que ça dure trop longtemps, que ça perturbe trop les cartes, et ça perturbe aussi l'effectif pendant un long moment, jusqu'à la reprise de la Ligue 1 et même après. Donc ça fausse presque un peu ce début de compétition. Dites-nous tout, si vous avez encore des questions. On arrive au terme de cette émission. Christopher qui nous dit: j'ai dit Auxerre, malgré leur saison, Auxerre est la 4e défense de Ligue 2. C'est vrai, il y a peut-être à aller regarder du côté des voisins. Ça fait un dernier très bon coup avec Frédéric Samaritano qui était issu du club Auxerre. Je pense qu'Auxerre aura beaucoup d'ambition l'année prochaine. Je ne suis pas sûr qu'ils seront très demandeurs de lâcher leurs joueurs. Oui, c'est sûr, un projet qui se montre, qui est intéressant. Alors il y a Tiltil qui nous dit Kikou. Kikou, Tiltil. Mais en tout cas, on a fait le tour pour ce bilan, ces premiers éléments du mercato. C'est sûr que Dijon va jouer gros dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec les départs éventuels et évidemment une partie de l'effectif à reconstruire. Ce serait pas mal. Moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur Mehdi Abed, qui a été un élément central quand même dans l'effectif cette saison. Et il a été peut-être moins en vue que certains autres, mais il a été fondamental. Ses dernières déclarations laissent penser qu'il réfléchit quand même à rester. Ça pourrait être une première très très bonne nouvelle pour Dijon. Merci Christophe d'avoir fait le point. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on se quitte. La mauvaise nouvelle, c'est que l'émission s'arrête, mais il fallait bien s'arrêter à un moment donné. Puis c'était la fin de saison. On tenait quand même à partager ce dernier moment avec vous. C'était le 30e live de la saison et le dernier. C'est la fin de DFCO et Débat. Alors on reviendra peut-être la saison prochaine sous une autre forme, à un autre moment. Voilà, donc on se fait attaquer, c'est normal. Merci au DFCO d'abord d'avoir joué le jeu, de nous avoir permis de réaliser cette émission. C'était pas simple, mais dans les bons comme dans les mauvais moments, ils ont joué le jeu. On les remercie, que ce soit la cellule communication, le président, l'entraîneur, le staff, les joueurs. Ils sont tous venus semaine après semaine, chaque mercredi soir, participer et discuter directement avec vous. Et c'était vraiment sympa à eux. Merci à toutes les équipes techniques de François Bourgogne, même aux plus taquins qui balancent des boulettes de papier. Merci à Patrice Schumacher, à Pascal Pfister, à Samuel Pelletier, à Nathalie Zanzola, Nathalie Guigon, Marine Zis, Nathan Boumadjer qui ont participé aussi de très près à cette émission et qui en ont fait la réussite, en tout cas avec vos messages d'aujourd'hui, ça nous fait chaud au cœur. Et puis merci aussi à tous les journalistes qui sont venus chaque mercredi aussi en tant que consultants sur ce plateau pour nous apporter leur regard, et ça a été très sympa.